Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. La pièce était silencieuse, si silencieuse que même le tic-tac de l'horloge murale antique semblait trop fort, trop sec dans la douce immobilité. Suzanne se tenait pieds nus sur le carrelage du dressing privé de la villa, sa robe amplement drapée sur ses épaules, une main agrippée au bord de la coiffeuse tandis que l'autre tremblait légèrement. Elle fixait le petit bâton blanc sur la surface de marbre, dont la barre bleue s'approfondissait à chaque seconde. Faible mais indéniable. Enceinte. Le mot planait dans son esprit, plus fort que tous les discours qu'elle avait prononcés, plus lourd que tous les titres qu'elle avait portés. Elle ne bougeait pas. Elle ne souriait pas. Elle ne pleurait pas. Elle respira simplement, profondément, silencieusement, dans l'instant présent, comme si elle attendait que quelque chose d'autre se produise. Mais rien ne se produisit. La pièce resta immobile. Le monde extérieur continuait comme avant. Et pourtant, en elle, quelque chose avait changé, d'une manière qu'elle ne pouvait nommer. La joie vint d'abord, inattendue, douce, comme l'odeur de la pluie sur la terre sèche. Une vie. Un nouveau chapitre. Quelque chose qui n'est pas touché par la politique, les gros titres ou l'histoire. Quelque chose qui lui appartienne entièrement. L'espace d'un instant, elle s'imagina tenir l'enfant dans ses bras, lui murmurer des mots lors des nuits paisibles, tisser un nouveau lien, libéré du poids de ce qui l'avait précédé. Mais presque aussi vite, la joie céda la place à la peur. Non pas la peur de la maternité, à laquelle elle pouvait se préparer, mais la peur de l'impact de cette nouvelle sur un monde encore secoué par les secousses passées. Le timing. L'attention. Les questions. L'examen minutieux. Et sous tout cela, une tension inébranlable. Kingsley. L'homme avec qui elle partageait son foyer. L'homme en qui elle avait autrefois une confiance absolue, qui navigue désormais prudemment entre les murs invisibles qui les séparaient. Ils avaient retrouvé la paix, certes, mais la paix ne se construisait pas toujours sur une compréhension totale. Et maintenant, elle portait en elle une vérité qui pouvait soit les unir, soit les séparer à nouveau. Elle s'assit lentement sur le banc de velours, le test toujours à la main, et fixa les portes du balcon. Une lumière chaude et dorée traversait les rideaux de dentelle, comme si rien n'avait changé. Mais en elle, tout avait changé. Elle ne le lui avait pas encore dit. Non pas qu'elle ne le veuille pas, mais parce qu'elle ne savait pas comment. Le silence entre ces derniers mois n'avait été ni froid ni colérique. Il avait été réfléchi. Prudente. Comme deux personnes essayant de préserver quelque chose de fragile tout en avançant sur la pointe des pieds. Et maintenant, cette vie, littéralement, reposait tranquillement en elle. Suzanne toucha doucement son ventre, ses paumes caressant doucement le tissu de soie. Elle sourit, légèrement. Puis ferma les yeux. Ce n'était pas le début d'un conflit, ni la fin du doute. Ce fut simplement un tournant. Un souvenir qu'elle garderait jusqu'à ce que le moment soit venu de parler. Pour l'instant, elle le garderait en silence. Comme les femmes le font depuis des siècles, ressentant à la fois le poids et l'émerveillement de quelque chose qui n'appartenait, du moins pour l'instant, qu'à elle. La journée avait commencé comme toutes les autres. Kingsley cherchait un dossier politique égaré, un document manuscrit sur lequel il avait griffonné des notes le week-end précédent, lorsque ses recherches le conduisirent du côté de Suzanne dans le bureau. Ils partageaient l'espace, chacun à son extrémité, respectant une frontière invisible entre le personnel et le politique. Il traversait rarement sa section, non pas par éloignement, mais par habitude. Ses étagères étaient remplies de mémoires, de recueils de poésie vintage et de papeterie soigneusement empilée. Mais aujourd'hui, avec le sida qui rôdait et sa patience à bout, il se dirigea vers sa bibliothèque, supposant qu'elle avait peut-être rangé le document avec son efficacité habituelle. Il s'accroupit pour inspecter un meuble inférieur lorsque son coude heurta une pile de carnets minces reliés en cuir, posés précairement sur le bord. L'un d'eux glissa et tomba au sol, son marque-page en ruban s'ouvrant en voletant lorsqu'il atterrit face visible sur le carrelage en marbre. Il se pencha pour le ramasser et marqua une pause. Ce qu'il voyait n'était pas une politique. Ce n'était pas non plus de la poésie. C'était son écriture. Au début, il hésita, se demandant s'il devait l'ouvrir davantage. Mais la page avait déjà livré son secret. Une entrée datée, écrite il y a plus d'un an, commençait ainsi: « Je ne sais pas si je l'aime en ce moment. Je le respecte. Je l'admire. Mais je ne me sens plus perçu par lui.
Ces mots ont touché Kingsley d'une manière qui n'avait jamais été politiquement possible. Ils n'étaient ni colériques ni amers. Ils étaient calmes. Honnêtes. Vulnérables, sur un ton qu'il n'avait pas entendu de la part de Suzanne depuis longtemps. Sa poitrine se serra lorsqu'il tourna une autre page, celle écrite cette fois-ci durant ses premières semaines à la villa. Parfois, l'invisibilité me manque. Être ignoré procure une liberté que même le pouvoir ne peut offrir. Ici, on me surveille. Mais je ne suis pas toujours compris. Il s'affala dans le fauteuil voisin, le journal posé sur ses genoux, le bout des doigts effleurant ses pensées. Chaque page révélait non pas une histoire de ressentiment, mais une réflexion. Des couches de solitude enveloppées d'un certain équilibre. Une douleur dont elle n'avait jamais parlé, non par fierté, mais par choix. Il lut jusqu'à ce que le soleil commence à briller sur la vitre, jusqu'à ce que la douleur de la prise de conscience s'installe dans sa poitrine. Pendant si longtemps, il avait pensé que Suzanne était solide, sereine et maîtresse d'elle-même, sans jamais imaginer le poids qu'elle portait en silence. Elle avait si bien joué son rôle que même lui, l'homme le plus proche d'elle, avait manqué le dénouement silencieux sous sa grâce et son immobilité. Son journal ne l'accusait pas. Il ne nommait personne. Il retranscrivait simplement ce qu'elle ressentait en laissant de la place aux autres tout en se taisant. Kingsley referma soigneusement le journal et le reposa sur le bureau où il était tombé. Il resta assis un moment de plus, les doigts entrelacés, les coudes sur les genoux. La femme avec qui il partageait sa vie avait des profondeurs qu'il n'avait même pas tenté d'explorer. Et maintenant, ne connaissant qu'un fragment de son monde intérieur, il réalisait à quel point sa force ne venait pas de lui, mais de lui. Et cette vérité le bouleversa plus qu'il ne l'avait prévu. C'était juste l'après-midi quand Naine frappa doucement à la porte, 2 coups brefs, une pause, puis un autre, signe que ce qu'elle portait n'était ni urgent, ni ordinaire non plus. Suzanne leva les yeux des pages ouvertes d'un livre qu'elle n'avait pas vraiment lu et entra doucement. Naine entra, sa confiance habituelle ternie par une hésitation. Elle tenait à la main un fin dossier et une clé USB discrète. « Maman », commença-t-elle d'une voix calme mais prudente, « la sécurité vient de terminer la vérification des registres des visiteurs externes de la veille. Il y eut un incident, ou plutôt, quelque chose d'inhabituel. » Suzanne posa le livre, levant un sourcil. « Inhabituel comme ça ?» demanda-t-elle. Naine hésita avant de continuer. Un homme se présenta aux portes extérieures. Sans papier d'identité. Sans rendez-vous. Il a parlé à l'agent de service et lui a dit qu'il devait déposer quelque chose pour vous. Mais il est parti avant qu'il puisse obtenir son nom. Elle a posé délicatement le dossier sur la table. Ils ont récupéré des images. Ce n'est pas clair, mais vous pourriez vouloir les voir vous-même. Suzanne attendit que Naine quitte la pièce avant de brancher la clé USB sur l'ordinateur portable posé sur son bureau. Un fichier vidéo s'ouvrit, horodaté juste après 18h la veille. L'extrait était court, environ 40 secondes d'images de surveillance en noir et blanc et granuleuse. La photo montrait la porte d'entrée vue en plongée, la caméra légèrement voilée par la poussière ou le brouillard. Un homme se tenait près du poste de garde, le dos tourné vers la caméra. Il portait une simple chemise boutonnée et un pantalon, sa silhouette partiellement masquée par un pilier. Ses gestes étaient lents, retenus. Suzanne se pencha en avant, plissant les yeux. Il y avait quelque chose dans la courbe de ses épaules. L'angle de sa tête lorsqu'il parlait. La façon dont il marquait une pause juste avant de se détourner. L'image vacillait, puis s'arrêtait sur l'homme sortant du champ. Il n'y avait eu aucun mouvement dramatique. Aucune confrontation. Mais quelque chose en elle bougeait. Cette porte. Cette posture. Ce silence avant de s'éloigner. C'était ressenti. Connu. Elle repassa la vidéo 3 fois de plus, étudiant chaque mouvement de l'homme. Il ne regardait pas la caméra, ne la regardait jamais directement. Pourtant, sa présence familière lui coupait le souffle. Elle appuya sur pause sur un plan flou au moment même où il s'avançait vers la sortie, la tête légèrement baissée. Son cœur battait un peu plus fort, non pas de peur, mais au souvenir. Elle ne prononça pas le nom à voix haute, mais il flottait silencieusement autour d'elle. Joshua. C'était impossible. Ou peut-être que si. Des années avaient passé, mais les fantômes n'annonçaient pas toujours leur retour par un bruit. Parfois, ils restaient devant les portes, sans rien dire, ne laissant derrière eux que des questions. Suzanne se pencha lentement en arrière, les doigts serrés sous son menton.
Qui qu'il fût, il n'avait pas essayé de forcer l'entrée. Il n'avait pas laissé de message. Juste une empreinte, faible, troublante, familière. Et maintenant, le calme de sa journée avait changé. Car le passé, aussi flou fut-il, avait trouvé le moyen de revenir. La nausée survenait par vagues, douce d'abord, comme un courant qui la caressait, puis de plus en plus insistante, comme la mer qui remontait vers le rivage. Les matins, autrefois sacrés pour ses rituels silencieux, thé, huile de jasmin, musique douce, étaient désormais marqués par un inconfort silencieux et des hauts-le-cœur derrière des portes closes. Suzanne a bien caché la nouvelle. Le personnel n'en a pas été informé. Naine, son assistante toujours vigilante, a simplement supposé que sa première dame était fatiguée par la récente tempête médiatique. Kingsley n'insista pas. Il remarqua que son appétit diminuait, qu'elle repoussait la nourriture dans son assiette au lieu de la manger, mais il mit cela sur le compte de la tension ou du désintérêt. Suzanne les laissa croire ce qu'ils voulaient. Elle maîtrisait l'art de la composition depuis longtemps. En public, elle souriait encore gentiment. En réunion, elle hochait la tête avec grâce. Mais derrière les murs de marbre de la villa, elle avançait plus lentement, posant ses mains sur son ventre dans les moments les plus calmes, ne murmurant rien à voix haute, respirant à travers la conscience qui grandissait en elle. La grossesse était désormais la sienne, à elle seule. Elle palpitait en elle doucement, comme un chant secret sous des couches de soie et de stratégie. Mais ce qui la surprit le plus, ce ne fut pas la maladie, mais le calme émotionnel qui la suivit. Elle commença à s'éloigner de Kingsley d'une manière qu'il ne reconnut pas immédiatement. Leurs conversations devinrent plus courtes, moins intimes. Elle répondait directement aux questions, mais rarement dans les détails. Elle ne lui touchait plus la main en passant, n'appuyait plus sa tête contre son épaule dans les brefs intervalles entre deux obligations. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du ressentiment. C'était une distance née de la complexité. Comment pouvait-elle lui parler de l'enfant qui grandissait en elle alors que tant de choses restaient encore à réparer entre eux? Alors que la confiance entre eux était comme un miroir brisé, reflétant encore, mais jamais intact? Elle redoutait sa joie. Elle craignait le moment choisi. Elle craignait que l'enfant, belle et innocente, ne devienne un pont construit sur des fondations brisées. La nuit, elle se retrouva éveillée bien après que Kingsley se soit endormi. Il s'endormait souvent en lisant, le doux bruissement des pages emplissant le silence qui les séparait. Suzanne s'allongeait, le dos tourné, les yeux ouverts, une main posée sur la fleur silencieuse sous ses côtes. Parfois, elle murmurait à l'enfant, non pas des mots entiers, mais en pensée. « Tu n'es pas un symbole. Tu n'es pas une histoire. Tu es à moi. » Elle n'avait pas encore décidé quand, ni comment, partager la vérité. Mais chaque jour qui passait, son silence s'alourdissait. Et la distance entre elle et l'homme qui l'avait autrefois relevé de ses cendres était devenue un sujet qu'aucun d'eux n'abordait. Ils s'étendaient sur leur lit commun, dans leurs couloirs impeccables, sous leur sourire public. Les nausées matinales s'estompaient dans l'après-midi, mais le silence de minuit persistait. Profond, persistant, et tout à fait sien. Le couloir et de la villa subissaient de légères rénovations, remplacement du bois poli, réinstallation d'un éclairage tamisé, et quelques-unes des anciennes armoires de la salle des archives à accès restreint avaient été temporairement déplacées pour une sauvegarde numérique. Suzanne n'était pas censée s'en soucier. Mais ce matin-là, dans un moment de calme instinct, elle avait demandé à consulter les dossiers physiques enregistrés pour les invités extérieurs, ceux qui n'avaient pas été officiellement reçus par les médias ou le personnel, mais qui avaient tout de même été traités par une vérification des antécédents. Sa demande n'a pas été remise en question. En tant que première dame, son accès était illimité. Les registres lui ont été remis en une pile bien rangée, plusieurs registres reliés, chacun portant le sceau présidentiel. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle cherchait. Peut-être du réconfort. Peut-être de la clarté. Elle feuilleta distraitement le premier registre, les inscriptions calligraphiées des noms, des horodatages et des marques de départ se mêlant jusqu'à ce que son regard se pose sur un nom qu'elle s'était autrefois habituée à ne plus voir. Joshua Larusso. Objet de la visite, dépôt privé pour le bureau de la première dame. Autorisé par l'agent de liaison des affaires internes. Statut de départ, sortie sans incident. Elle fixa l'entrée. Sa respiration était stable. Son cœur ne battait pas la chamade. Au contraire, tout en elle était immobile, silencieux, concentré, d'un calme troublant. Elle le relut, lentement cette fois, comme si une seconde lecture pouvait lui donner tort.
Mais les lettres restèrent inchangées. L'encre ne disparut pas. Il était là. Joshua. Son passé. L'homme qui s'était moqué d'elle, l'avait abandonnée et pourtant, d'une manière ou d'une autre, avait trouvé le chemin de la vie qu'elle avait reconstruite. Il était là. Sans que la rumeur ne le dise. Non présumé. Documenté. Effacé. Et ce qui la perturbait le plus, ce n'était pas son nom. C'était l'expression « dépôt privé pour le bureau de la première dame ». Il n'avait pas demandé à la voir. Il n'avait pas enfreint le protocole. Il avait suivi un chemin suffisamment subtil pour passer inaperçu, jusqu'à présent. Et quelqu'un au sein de la villa avait laissé faire. Suzanne referma lentement le registre, les mains fermes, mais l'esprit agité. Elle n'était pas en colère, pas encore. Ce qu'elle ressentait ressemblait davantage à une froide reconnaissance. Josué n'a rien fait sans intention. S'il était venu, ce n'était pas seulement par nostalgie ou par rédemption. Il était venu pour planter une graine. Une pensée. Un rappel qu'il existait encore dans le monde qu'elle dirigeait désormais avec silence et force. Et quelqu'un, à l'intérieur, l'avait laissé passer. Ses pensées se reportèrent sur les images des semaines précédentes, la silhouette floue, le portail familier. Le journal de sécurité avait confirmé ce que son cœur lui avait déjà murmuré. Elle se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et contempla la pelouse impeccable. Le présent et le passé s'étaient entrechoqués d'une manière qu'elle n'avait pas pleinement saisie. Et même si personne n'avait rien dit, la vérité était arrivée, écrite, discrète, officielle, indéniable. Joshua était passé par là. Et maintenant, elle devait décider ce que cela signifiait. Le centre de communication de la villa était un réseau discret de points d'accès filtrés, de lignes fixes codées, de serveurs de messagerie cryptés et de canaux mobiles soigneusement gérés, le tout acheminé par un système conçu pour la précision et la confidentialité. L'un de ces canaux, une ligne de messagerie vocale privée rarement utilisée, destinée aux enregistrements personnels entre les services de haut niveau, s'est allumé un après-midi avec un fichier signalé. Néné, en examinant les vérifications de routine du tableau de bord, remarqua l'anomalie et pencha la tête. Le fichier n'était pas officiellement étiqueté. Il portait une étiquette vague, pour elle. De jet. Normalement, un tel fichier aurait dû être filtré ou effacé par un protocole numérique, mais celui-ci avait échappé aux mailles du filet, peut-être intentionnellement marqué comme prioritaire. Elle ne l'ouvrit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait qui était Jay. Sans parler à personne, elle transféra le fichier sur un disque dur et le tendit discrètement à Suzanne avant la fin de la journée. « Maman, dit-elle doucement, ça m'est venu par une ligne interne. Je crois. Tu devrais l'entendre seule. » Puis elle partit sans attendre de réponse. Ce soir-là, Suzanne était assise devant sa coiffeuse, les fenêtres ouvertes sur une douce brise et les sons lointains d'Abuja qui se couchaient. La clé USB était petite, noire, presque légère dans sa main, mais ses doigts s'enroulaient autour d'elle comme s'il s'agissait d'un objet bien plus dangereux. Elle le brancha sur son ordinateur portable, cliqua sur le fichier audio et se laissa aller dans son fauteuil. La voix retentit presque immédiatement, sans filtre, basse, hésitante. « Joshua. »« Suzanne, » dit-il après une longue inspiration. « Je sais que je n'ai aucun droit. Pas à ton temps. Pas à ton attention. Peut-être même pas à ta mémoire. Mais j'ai essayé de trouver la bonne façon de parler sans. » Envahisseur. Il ricana une fois, doucement, amèrement. Étrange mot, celui-là. Envahissant. Quand j'étais celui qui se tenait autrefois à tes côtés et te faisait encore te sentir petit. Nouveau silence. Une longue phrase. Elle l'entendit bouger légèrement, comme s'il enregistrait depuis une pièce où rien que des regrets et des parasites s'accumulaient entre les murs. « Je ne suis pas venu à la villa pour perturber ta vie, » continua-t-il. « Je ne suis pas venu pour mendier ou causer des problèmes. Je suis venu parce que j'avais besoin de voir ça par moi-même. La vie que tu as construite sans moi. La vie que je pensais qu'aucun homme ne voudrait que tu aies. » Sa voix se brisa légèrement, juste assez pour trahir le poids de ses mots. « Tu n'as jamais été faible, Suzanne. Je l'étais. Tu as tout donné. Et je n'ai rien donné. Et pourtant, tu as atteint un niveau que je n'aurais jamais imaginé pour une femme comme toi. Et c'est peut-être ce qui me fait le plus honte. » Le message s'est terminé peu après. Aucune demande. Aucune supplication.
Juste le silence. Un homme qui avait autrefois utilisé les mots comme des armes choisissait maintenant de partir sans défense. Suzanne ferma l'ordinateur et resta assise, immobile, le regard perdu dans le vide. Il avait parlé. Et, d'une manière ou d'une autre, même de loin, même sans se tenir devant elle, Joshua avait trouvé le moyen de fendre le verre qu'elle avait soigneusement poli. Mais elle ne dit rien. Pas encore. La clinique privée de Metama était réputée pour sa discrétion, nichée derrière un portail quelconque, entourée de 12 eucalyptus, sans aucune signalisation, si ce n'est une légère plaque à l'entrée. C'était le genre d'endroit que fréquentaient les personnes de haut rang lorsqu'elles recherchaient le silence pour apaiser leur vulnérabilité. Suzanne avait choisi cet endroit précisément pour cette raison. Elle avait programmé sa visite sous un pseudonyme, Madame Adeyobiuma, et était arrivée avec un foulard sur la tête et des lunettes de soleil lui masquant presque tout le visage. Seul son chauffeur personnel savait où elle allait, et même lui était tenu à l'écart. Elle s'enregistra discrètement, signant le formulaire d'une main ferme, et fut conduite dans une petite salle d'attente parfumée à l'huile essentielle de lavande et tapissée de vieux magazines lifestyle. Elle s'assit, les paumes caressant délicatement son ventre, attendant l'examen qui lui permettrait d'entendre un battement de cœur qu'elle n'avait encore partagé avec personne. C'est juste au moment où l'infirmière revint la chercher que le regard de Suzanne aperçut un mouvement au fond de la pièce, un mouvement qui lui figea la colonne vertébrale avant même que son esprit ne l'enregistre pleinement. Un homme, assis seul près de la vitre dépolie, le visage légèrement penché vers le bas, feuilletait une brochure médicale avec une agitation qu'elle reconnaissait trop bien. Les lignes de sa mâchoire, la façon dont sa jambe rebondissait, il était nerveux, agité, à peine patiemment attaché. Joshua. Son souffle se bloqua. Les lunettes de soleil ne lui semblaient plus protectrices. S'il levait les yeux, scruter la pièce ne serait-ce qu'un bref instant, il la verrait. Elle se détourna vivement, ajustant son écharpe, son corps juste assez penché vers l'infirmière pour paraître préoccupée. « 1 minute, s'il vous plaît » murmura-t-elle doucement en se levant. Sans attendre, elle passa derrière le rideau de velours qui séparait le couloir des salles d'examen, le cœur battant plus fort que ses pensées. Collée contre le mur du couloir, Suzanne écoutait le bourdonnement sourd de la clinique, des voix lointaines, le roulement d'une roue de chariot, l'écho d'une porte qui se fermait. La présence de Joshua emplissait l'espace derrière elle comme une ombre, même s'il ne l'avait pas vue. Quelles étaient les chances? De toutes les cliniques d'Abuja, de toutes les heures de la journée, elle respirait à nouveau le même air. Elle ignorait pourquoi il était là et n'osait pas lui demander. Son seul réflexe était de disparaître. L'infirmière jeta un coup d'œil à travers le rideau, perplexe. « Madame ?» Suzanne se ressaisit rapidement. « Je suis prête, » dit-elle d'une voix égale. Mais ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle suivait l'infirmière dans la chambre. Alors qu'elle s'allongeait pour l'examen, le gel froid se répandant sur sa peau, ses pensées n'étaient pas tournées vers le moniteur ni vers l'écran. Elles étaient concentrées sur l'homme dans la salle d'attente, inconscient qu'il venait de rater la femme dont il avait autrefois prétendu que personne ne voudrait. Et étrangement, cela lui faisait moins mal qu'elle ne le pensait, et plus qu'elle ne le souhaitait. L'allée de la villa était inhabituellement chaude cet après-midi-là, la lumière du soleil pénétrant par les hautes fenêtres et faisant scintiller les sols en marbre blanc comme des miroirs. Suzanne venait de quitter une brève réunion avec le ministre des Arts, une conversation polie et sans incident qui ne demandait guère plus que sa présence et un doux sourire. Mais sous son foulard soigneusement épinglé et sa robe lilas pâle, son corps était en guerre silencieuse. L'examen du matin à la clinique privée l'avait épuisée émotionnellement, et elle n'avait presque pas mangé depuis. La fatigue, longtemps ignorée, n'était plus un simple signe, mais un murmure se muant en une impulsion. Pourtant, elle avait choisi de regagner sa suite à pied plutôt que d'attendre la voiturette de golf qui transportait habituellement les clients d'une aile à l'autre. Une décision ancrée dans l'habitude, non dans la force. Et c'est à mi-chemin du couloir, juste après la deuxième arche, que ses pas commencèrent à faiblir. Elle marqua une courte pause, posant sa main sur la moulure sculptée du mur du couloir, attendant que le vertige passe. Mais ce ne fut pas le cas. La chaleur soudaine, les battements saccadés de son cœur, la pression derrière ses yeux, tout cela s'amplifia par paliers discrets jusqu'à ce que ses genoux cèdent sous elle. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas bruyant. Juste une descente lente, son épaule effleurant le côté de la colonne du couloir, son corps se repliant délicatement sur le sol comme un tissu glissant d'un cintre. Un steward venant de la direction opposée laissa tomber le plateau qu'il tenait dans ses mains avec fracas, et en quelques instants, le couloir s'emplit d'un bruit de pas. « Madame »
Madame Suzanne. Quelqu'un a appelé, paniqué. Naine arriva en quelques secondes, la voix pressante mais posée, pressant un linge frais sur le front de Suzanne, donnant déjà des ordres discrets au médecin de la villa. Mais Suzanne, clignant des yeux vers le plafond orné au-dessus d'elle, murmura quelque chose par-dessus le bruit, n'en faites pas un scandale. Lorsque Kingsley arriva, boutonnant encore le dernier poignet de sa chemise, Suzanne était assise sur un banc à proximité, sirotant de l'eau, le visage pâle mais calme. Le médecin avait confirmé qu'il s'agissait d'épuisement, d'une légère déshydratation, d'hypoglycémie, rien de plus. Mais Kingsley n'avait pas entendu le diagnostic. Il était trop concentré sur son regard, sur son air distant, sur la différence qu'il ressentait avec celui de la femme qui le regardait comme s'il était l'encre dans sa tempête. « Tu t'es évanoui ?» demanda-t-il d'une voix prudente. « Brièvement, répondit-elle. Je n'ai pas mangé. J'en ai trop fait, je suppose. » Il resta silencieux un long moment, puis se tourna vers le personnel qui rôdait encore à proximité et les congédia d'un signe de la main. Lorsqu'ils furent seuls, il s'accroupit légèrement devant elle, posant délicatement sa main sur son genou. « Suzanne, es-tu sûre que c'est tout ?» Elle soutint son regard, mais ne répondit pas. « Pas encore. » Le couloir resta silencieux, mais quelque chose entrebougea, inexprimé, non résolu. Il avait des questions. Elle avait une vérité. Mais pour l'instant, ils restaient assis en silence, l'un se remettant d'une chute, l'autre attendant la sienne. Il était tard dans la soirée lorsqu'elle le trouva assis sur le grand escalier qui menait de la galerie de l'aile au jardin privé. La villa était silencieuse. Le personnel s'était retiré. Dehors, le ciel était d'un bleu velouté, les étoiles commençant à percer comme des aiguilles douces. Suzanne resta un instant sur la plus haute marche, hésitant à se détourner et à attendre un jour de plus. Mais quelque chose dans la posture de Kingsley, le dos légèrement appuyé contre la rampe, son téléphone abandonné à côté de lui disait que c'était le bon moment. Elle descendit lentement, une marche à la fois, ses doigts effleurant la rampe. Il leva les yeux, l'air indéchiffrable, mais ouvert. Elle s'assit à côté de lui sans parler au début, tous deux regardant les portes vitrées en contrebas qui donnaient sur la cour. C'est elle qui rompit le silence, doucement, comme pour nommer quelque chose de trop délicat pour être dit à voix haute. « Je suis enceinte, dit-elle. Sans tambour ni trompette. Pas de cérémonie. Juste la vérité. » Kingsley n'a pas réagi immédiatement. Il tourna la tête vers elle, son regard scrutant son visage comme pour confirmer ce qu'il venait d'entendre. Puis quelque chose en lui changea, son souffle se coupa, son expression se brisa, et un sourire étonné se dessina lentement sur son visage. « Tu es enceinte ?» répéta-t-il, comme s'il goûtait ce mot pour la première fois. Suzanne hocha la tête, les lèvres entr'ouvertes, hésitant entre lui sourire et se préparer. Kingsley laissa échapper un léger soupir, mi-rire, mi-étonnement. « Suzanne, dit-il d'une voix brisée par l'admiration. C'est incroyable. » Il lui prit la main, la serra doucement entre les siennes, puis la posa sur son ventre, un geste tendre et respectueux. À cet instant, elle le vit non pas comme le président, non pas comme l'homme qui avait autrefois pris des décisions en silence, mais comme quelqu'un sincèrement touché par l'idée de la paternité. Sa joie n'était ni performative, ni politique. Elle était réelle. Et c'est cela, plus que tout, qui rendait plus difficile d'affronter la suite. Car, une fois la joie silencieuse dissipée, les questions ont suivi. Douce au début. « Attention. Où en es-tu » demanda-t-il. Elle répondit. « Alors, quand l'as-tu découvert ?» Et puis, un peu plus hésitante, « Est-ce pour ça que tu t'es effondré hier ?» Elle hocha de nouveau la tête. Mais vint le silence. L'attente. L'hésitation qui s'insinuait derrière ces paroles suivantes. « Et y a-t-il autre chose que je devrais savoir ?» La question flottait dans l'air, ni accusatrice, ni méchante, mais imprégnée d'une sorte de fragilité qui serra la gorge de Suzanne. Il ne parlait pas de complications médicales. Il demandait, sans le dire, si l'enfant était de lui. Elle le regarda alors, sans colère ni offense, mais avec une tristesse que seule l'honnêteté pouvait transmettre. « Tu sais tout » dit-elle doucement. « Seulement des choses dont nous n'avions pas encore parlé. » Et à cet instant, l'escalier sous eux ressemblait moins à un escalier qu'à un précipice, où la vérité, si elle n'était pas dite rapidement, risquait de s'effondrer et de les emporter tous les deux. Tout commença discrètement,
comme c'est souvent le cas dans les médias, murmures dans les rédactions, appels sans réponse entre journalistes, et spéculations prudentes dissimulées entre des titres trop prudents pour nommer des noms. Un journaliste réputé, auteur d'une chronique dominicale réputée, avait contacté l'attaché de presse de Villy sous prétexte de vérifier une information mineure, mais la formulation de la demande avait déclenché l'inquiétude. L'objet du courrier indiquait « Information confidentielle, demande de discrétion concernant une rumeur concernant une famille de première ligne ». Lorsque l'enveloppe est parvenue au service communication de Villy, elle avait déjà été ouverte, scannée et signalée numériquement par les systèmes internes. Le mot original, cependant, avait été remis en main propre, sans empreinte digitale ni adresse de retour. Juste une feuille pliée en deux, glissée dans une enveloppe blanche non marquée. Une seule phrase y était griffonnée, d'une écriture oblique et irrégulière. Tous les héritages ne commencent pas par la vérité. Demandez à qui appartient réellement cet enfant. En dessous, un seul mot, Genève. Suzanne a reçu la photocopie lors d'une réunion de routine, le personnel étant trop prudent pour l'interpréter à voix haute. Elle lut le mot sans cligner des yeux, mais son estomac se serra en parcourant l'écriture. Ce n'était pas tapé à la machine. Ce n'était pas anonyme comme la plupart des rumeurs. C'était personnel. Des lettres inclinées, des traits anguleux, la façon dont le « G » minuscule se recroquevillait sur lui-même, l'étroitesse du « E ». Elle connaissait cette écriture. Elle l'avait vue griffonner sur des cartes d'anniversaire autrefois glissées dans des livres. Sur la dernière lettre, il s'était glissé sous sa porte avant leur divorce. Sur les listes de courses qu'ils laissaient sur le comptoir de leur cuisine à une époque plus calme. Joshua. Son pouls ne s'accéléra pas sous l'effet de la peur, mais se raidit sous l'effet de la froideur de la reconnaissance. Il avait écrit cela. Peut-être pas signé de son nom, mais en sachant pertinemment qu'elle le verrait. Que quelqu'un dans la villa le ferait. Que Kingsley le ferait. La note n'avait pas encore été publiée. Le journaliste avait agi avec honneur en demandant confirmation avant de publier quoi que ce soit, espérant peut-être obtenir un accès ou un commentaire. Mais le dommage ne résidait pas dans les mots eux-mêmes, mais dans les sous-entendus. C'était dans l'idée que la grossesse de Suzanne, un secret discret et magnifique qui commençait à peine à s'épanouir, était désormais une arme publique prête à être utilisée. Et Joshua l'avait façonnée, non pas en s'immisçant dans leur vie, mais en murmurant juste assez pour les démêler de l'intérieur. Elle referma lentement le dossier, les doigts fermement appuyés sur le bord du papier. Elle ne dit rien à Naine, qui se tenait silencieusement à proximité, attendant. Il n'y avait aucune instruction. Aucune fureur. Pas de réponse immédiate. Que du silence. Et, au-delà, la douleur latente de savoir qu'un homme qu'il avait autrefois rejeté était revenu, non pas pour demander pardon, mais pour revendiquer sa place. Non pas pour aimer, mais pour hanter. La photo a fait surface en milieu de semaine sur un blog d'actualité plus connu pour ses scoops économiques que pour ses ragots. Elle n'était pas empreinte de sensationnalisme, juste un billet discret sous la rubrique économique, intitulé simplement « Rencontre inattendue aux Huma Grill », l'ancien stratège d'entreprise Larusso vu en train de dîner avec le consultant politique Magnus Kahl. L'image était granuleuse, mais suffisamment nette, Joshua Larusso, vêtu d'une veste bleu marine, assis face à Magnus Kahl, un nom longtemps associé au jeu de pouvoir et à la refonte de l'image politique de la capitale. Kahl avait contribué à réhabiliter la réputation de ministre tombé en disgrâce, conçu des campagnes de dernière minute et était souvent surnommé « l'homme de l'ombre » par les initiés. Le voir aux côtés de Joshua, c'était comme repérer une allumette près d'un papier sec. La légende ne disait pas grand-chose, si ce n'est qu'on les avait vus discuter tranquillement en buvant du vin, hochant la tête avec insistance, sans aucun agent de sécurité en vue. Mais il n'en fallait pas plus. L'information s'est répandue en quelques heures. Le lendemain midi, les commentateurs politiques échafaudaient des théories. Joshua tentait-il un retour en politique? Laissait-il filtrer des informations sur sa vie passée avec Suzanne? Voulait-il s'emparer du pouvoir ou profitait-il simplement de l'agitation qu'il avait provoquée? À l'intérieur de la villa, l'atmosphère était tendue, mais calme. Le chef de cabinet du président n'a fait aucun commentaire. L'équipe communication a signalé la réunion, mais n'a reçu aucune instruction formelle. Quant à Suzanne, elle lut le titre en prenant son thé matinal dans le jardin, la main posée brièvement sur la tasse en porcelaine. Elle ne réagit ni par démon ni par l'inquiétude. Au lieu de cela, elle plia la page, la mit de côté et continua à manger sa papaye lentement, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur,
quelque chose était là. Ni la peur, ni même la colère. Juste une nouvelle prise de conscience. Une certaine disponibilité. Joshua ne se contentait pas de rendre visite aux fantômes. Il cartographiait son chemin dans des pièces où les murmures avaient du poids. Et cette fois, il ne se cachait pas derrière la culpabilité. Il élaborait une stratégie. Ce soir-là, Kingsley aborda le sujet avec douceur, mentionnant le nom de Cal sans l'associer à celui de Joshua. Il refait surface plus souvent, dit-il. On dirait qu'il a pris sa retraite. Suzanne hocha légèrement la tête, les yeux fixés sur la lueur vacillante d'une bougie entre eux. Certaines personnes ne se retirent que lorsqu'elles n'ont plus de pion, dit-elle doucement. Kingsley n'en demanda pas plus et ne donna aucune explication. Mais le silence qui s'ensuivit entre eux n'était pas de la gêne, mais un calcul. Elle n'avait pas oublié la lettre. Ni les images de surveillance. Ni le moment à la clinique. Joshua construisait quelque chose. Elle le sentait. Mais elle n'avait pas l'intention de l'interrompre. Pas encore. Elle avait appris depuis longtemps qu'il ne fallait pas éteindre tous les incendies. Il valait mieux observer certains, attentivement, jusqu'à ce que la fumée révèle l'origine de l'étincelle. Et si Joshua pensait que son silence signifiait qu'elle n'était pas dérangée, il n'avait qu'à moitié raison. Elle était silencieuse. Mais elle observait. La salle à manger et l'aile réservée aux invités présidentiels avaient été méticuleusement aménagées, verres en cristal alignés comme des soldats, vases bas d'orchidées blanches centrés sur chaque table, et une carte des vins de qualité, personnellement sélectionnée par le responsable du protocole. Kingsley organisait un dîner privé pour 6 anciens chefs d'État, des alliés clés du cabinet et une personnalité internationale émergente de la Commission économique. L'événement n'a pas été rendu public. Ce n'était pas prévu. Mais ce qui rendait cette réunion mémorable, ce n'était pas la liste des invités, mais le nom manquant à côté de celui de la présidente sur le plan de table, Suzanne. Elle avait confirmé sa présence la veille. Sa robe avait été choisie, son assistante informée, sa chaise installée. Mais à l'approche du soir, alors que Kingsley entrait dans le hall, vêtu de son costume traditionnel gris cendré, plus aucun signe d'elle. Les assistants chuchotaient. Les agents de sécurité ont inspecté la suite. Hennen, toujours calme, a simplement dit qu'elle était partie il y a quelques heures. Qu'elle avait besoin de calme. Kingsley masquait son inquiétude avec une aisance éprouvée, saluant les invités à leur arrivée, riant comme prévu, trinquant et discutant avec un sourire qui ne faiblissait jamais. Mais derrière son regard, il cherchait. Suzanne n'était pas du genre à abandonner son devoir sans raison. Pas maintenant. Pas dans ce climat de surveillance croissante et de rumeurs. Son absence n'était pas dramatique, elle ne s'accompagnait ni de colère, ni de larmes, ni de confrontation. C'était pire que ça. C'était silencieux. Calculé. Intentionnellement. Et tandis que la soirée s'éternisait, entre les plats servis et les accords négociés officieusement, entre regards échangés et phrases subtiles, l'esprit de Kingsley restait rivé à une seule pensée. Où était-elle passée? Il consulta son téléphone à 2 reprises sous la table. Aucun message. Aucun signal. Juste une absence. Elle n'avait pas disparu physiquement, elle était toujours dans l'enceinte de la villa, il en était sûr, mais quelque chose en elle avait choisi de ne pas se montrer. Et ce choix résonnait plus fort que n'importe quelle explosion. Dehors, les lampadaires de la cour projetaient de douces ombres sur les allées du jardin. Naine se tenait silencieusement près du balcon, les bras légèrement croisés sur la poitrine, observant le déroulement des événements de loin. Elle n'avait pas non plus reçu de nouvelles de Suzanne, ce qui la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pendant ce temps, dans le salon, le siège vide à côté de Kingsley devenait un invité à part entière, silencieux, visible et indéniablement présent. Les personnes présentes le remarquèrent. Personne ne le dit à voix haute, mais l'espace qu'elle laissait libre devint une question récurrente dans chaque toast et chaque poignée de main finale. À la fin de la soirée, alors que Kingsley accompagnait les invités avec son charme majestueux habituel, son regard se porta à nouveau sur la chaise où se trouvait le verre de Zobo intact. Suzanne avait choisi l'absence, et cela signifiait qu'elle avait choisi le pouvoir, à sa manière, discrètement. Quelle que soit la tempête qui se préparait en elle, elle avait décidé de laisser son ombre parler en premier. Et Kingsley, plus que jamais, savait faire la différence entre être aimé et être compris. L'incident s'est produit peu après 8 heures du matin, lors du premier tour d'horizon de l'actualité de l'une des émissions matinales les plus respectées d'Abuja. L'animateur,
en pleine transition entre des segments consacrés aux dépenses d'infrastructures et à l'essor des lotissements privés, a diffusé un extrait audio soumis par un auditeur qui prétendait qu'il s'agissait d'un podcast politique en cours de diffusion. Cet extrait visait à souligner l'implication croissante d'anciens acteurs politiques réintégrant la vie publique. Mais ce qui résonnait, brut et sans filtre, c'était une voix discrète, hésitante mais intime, comme quelqu'un qui ignore qu'un micro est encore chaud. C'était Joshua. Sa voix emplissait les ondes du studio, grave et rauque, au milieu d'une phrase comme tirée d'une conversation bien plus longue. Je ne la détestais pas, dit-il, les mots coincés dans sa gorge. Je ne savais juste pas comment me faire petit à côté de quelqu'un d'aussi complet. La salle de la station de radio se figea. Le producteur a tenté de couper la parole, mais à ce moment-là, une autre réplique avait déjà été prononcée. Quand je la voyais dormir, je me demandais si quelqu'un comme moi méritait une telle paix à ses côtés. Et je suppose. Je m'en suis bien gardé. La diffusion a été interrompue quelques secondes plus tard, le segment réduit à un jingle, suivi d'excuses maladroites. Mais c'était trop tard. La vidéo était sortie. Et Abuja, une ville prompte à relier les points, et encore plus prompte à les relier, s'en est immédiatement emparée. Les réseaux sociaux se sont enflammés. De qui parlait-il? Était-ce la première dame? Et si oui, pourquoi maintenant? Et qui l'avait divulgué? En moins d'une heure, l'extrait non édité avait été partagé sur des groupes cryptés et des blogs people. Mais la vérité n'était pas dans ce qui était dit. Elle résidait dans la manière dont c'était dit. Joshua n'avait pas parlé comme un homme en quête de pouvoir. Il avait parlé comme un homme qui se défait, fil par fil, au bord de la confession. À la villa, Suzanne en avait entendu parler de vive voix. Naine était entrée lentement dans son bureau, tablette à la main, le regard incertain. « Il y a quelque chose que tu aimerais peut-être écouter, dit-elle doucement. Suzanne n'écouta l'enregistrement qu'une seule fois. Elle ne broncha pas. Elle ne s'arrêta pas. Mais une fois la conversation terminée, elle tendit la main et éteignit le haut-parleur d'une simple pression. Puis elle resta assise un long moment, fixant non pas le mur ni la fenêtre, mais l'espace immobile devant elle, ce silence que l'on prend souvent pour le calme. Mais ce n'était pas le calme. C'était un souvenir qui se réveillait. L'histoire respirait. Et le regret, et la voix d'un autre, qui revenait vers elle sans permission. Elle ne dit rien du reste de la matinée. Mais la vérité était désormais indéniable. Josué ne s'adressait plus au passé. Il parlait au présent. Et cette fois, la nation entière avait entendu son désir. Le colis arriva sans tambour ni trompette, emballé dans du papier craft ordinaire, sans étiquette de retour, adressé uniquement à S. Donald. Il avait franchi les contrôles de sécurité de routine de la villa, sans aucune menace détectée, sans trace de suivi numérique. Naine la trouva sur la table de marbre du hall d'accueil de l'aile et la porta dans la suite privée de Suzanne après avoir vérifié qu'elle avait été débarrassée. « Maman, ceci est pour toi, dit-elle d'une voix plus basse que d'habitude, le regard s'attardant sur l'écriture soignée et discrète. Suzanne, qui venait de finir une tasse d'eau tiède citronnée, prit délicatement la boîte, examinant son poids dans ses mains avant d'indiquer à Naine de la quitter d'un signe de tête. Elle attendit que les portes se referment derrière elle, puis déposa la boîte sur la table centrale et dénoua lentement la ficelle qui la retenait. Pas de message. Pas de carte. Juste la douceur du papier de soie plié, laissant place au souvenir. La photo encadrée était posée en premier, plus fine que prévu, son verre frais et impeccable. Suzanne eut le souffle coupé, non pas par le choc, mais par la reconnaissance instantanée de l'image, le jour de son mariage avec Joshua. La photo n'était pas un portrait classique. Ce n'était pas une de ces images mises en scène prises dans une salle fleurie et des fauteuils en velours. C'était une photo spontanée, presque spontanée. Elle riait, le visage détourné de l'objectif, une main ajustant son voile. Joshua était à côté d'elle, la regardant, non l'objectif, avec un regard qui, à cet instant, semblait plein d'espoir. Réel. Elle n'avait pas vu cette photo depuis des années. Peut-être même jamais. Elle a dû être prise par quelqu'un dans la foule, quelqu'un qui les a capturés non pas tels qu'ils étaient pour les autres, mais tels qu'ils avaient été brièvement pour eux-mêmes. Le cadre était simple. En bois. Ni or, ni laiton. Juste des souvenirs enveloppés de silence. Sous le cadre, niché dans un compartiment séparé doublé de soie blanche, se trouvait un gant de bébé, petit, délicat, en coton,
orné d'une légère broderie représentant un ours en peluche au poignet. Suzanne le prit lentement, le tenant comme un objet sacré. Ce n'était pas seulement un symbole. C'était un message. Un geste. Un rappel que sa joie actuelle, sa grossesse, existait désormais dans l'ombre, observée par quelqu'un qui avait un jour imaginé la partager. Elle ne pleura pas. Elle ne tremblait pas. Elle resta assise en silence, le gant dans la paume de sa main, la photo à côté d'elle, et laissa son poids se poser sur la pièce. Joshua n'avait pas signé. Il n'en avait pas besoin. L'intimité de l'objet était plus forte que l'encre, et bien qu'elle ne dît rien à voix haute, l'atmosphère de la pièce changea, comme pour reconnaître qu'une fois de plus, le passé s'était infiltré dans la villa, non par la force, mais par le sentiment. Discret, délibéré, impossible à ignorer. L'enquête interne a débuté discrètement, à la demande du chef adjoint de la sécurité de la villa, après qu'un audit de routine des données de suivi des visiteurs ait révélé de subtiles incohérences. Certaines entrées du journal de bord ne correspondaient pas à l'horodatage des caméras. Certaines autorisations avaient été annulées manuellement, sans qu'aucune violation formelle n'ait été constatée. C'était le genre d'oubli qui serait passé inaperçu dans une administration plus bruyante, mais pas ici. Pas avec le monde de Suzanne réduit au silence et au symbole, et certainement pas après l'arrivée de la photo et du gant de bébé. Une alerte silencieuse avait été déclenchée lorsqu'un technicien en arrière-plan avait remarqué un accès non enregistré au couloir privé des invités près des appartements de Suzanne, un couloir accessible uniquement à un petit nombre de membres du personnel et à la famille. La période correspondait à la semaine où Joshua aurait déposé quelque chose. Il n'y avait aucune vidéo, seulement un enregistrement numérique attestant qu'une carte clé temporaire avait été activée et utilisée. Elle n'avait pas été volée. C'était une mission confiée par quelqu'un de l'intérieur. Naine fut la première à apprendre la nouvelle, convoquée à une réunion discrète avec le responsable. Lorsqu'elle retourna dans la suite de Suzanne ce soir-là, son expression trahit plus qu'elle ne le souhaitait. Suzanne leva les yeux de sa chaise près de la fenêtre, un sourcil légèrement haussé. « C'est à propos du colis, n'est-ce pas ?» Naine hésita, puis hocha la tête. « Oui, maman, on a confirmé. Quelqu'un l'a aidé à s'approcher plus près que prévu. Pas de ta chambre, mais tout près. Trop près. » Suzanne resta silencieuse au début. Elle se tourna vers la fenêtre, où le crépuscule commençait à baigner le ciel de nuances violettes. « Qui ?» demanda-t-elle finalement d'une voix calme. Naine ne répondit pas tout de suite. « On est encore en train de réfléchir. Mais la carte clé a été enregistrée au nom d'un membre de votre équipe d'entretien. Nouvelle. De la dernière rotation. » C'était tout ce dont Suzanne avait besoin d'entendre. Non pas qu'elle soupçonnait une trahison de la part de son équipe, mais parce que cela confirmait ce qu'elle pressentait depuis des semaines. Son passé ne l'avait pas simplement trouvé, il avait été révélé. La trahison n'a pas été douloureuse au sens traditionnel du terme. Elle n'a pas été brutale ni violente. Elle a été lente et silencieuse, comme la découverte d'une fissure dans les fondations sur lesquelles on marche tous les jours. Elle avait confiance en la villa. Son personnel. Son ordre. Mais maintenant, elle savait avec certitude que quelqu'un avait ouvert une porte censée rester fermée. Par loyauté, par corruption ou par sentiment, elle l'ignorait encore. Mais cela changeait tout. Ni sa sécurité, ni celle de son enfant. Mais sa lucidité. Joshua n'avait pas forcé son entrée dans sa vie. On l'avait laissé entrer, on lui avait donné un moyen de la rejoindre, non pas physiquement, mais émotionnellement. À travers un cadre. À travers un gant. À travers des murmures dans la mémoire et une présence calculée. Et maintenant, ce qui restait de l'intimité de Suzanne n'était plus intact. Elle avait été violée, non par malveillance, mais par accès. Et l'accès, une fois accordé, était une blessure plus dure à guérir que n'importe quel couteau. Les gros titres n'ont pas dormi. Ils se sont livrés à des questions, des chroniques, des débats et des discussions. La première dame cachait-elle quelque chose? Pourquoi avait-elle manqué ses récentes apparitions publiques? Qui était l'homme mystérieux dans l'enregistrement divulgué? Était-ce vraiment son ex-mari? Les commentateurs ont spéculé sur sa santé, son mariage, sa loyauté, son silence. C'est ce silence qui les a le plus perturbés. Suzanne était réputée pour son assurance, et non son absence. Sa grâce sous le feu, et non sa réticence. Et pourtant, à quelques semaines de ce que les initiés supposaient être son accouchement,
elle semblait avoir disparu dans les murs intérieurs de la villa, inaccessible même par les murmures. Mais pendant que les présentateurs radio posaient des questions et que les experts alimentaient les débats de conjecture, Suzanne fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des semaines, elle dormit. Non pas par épuisement. Non pas par effondrement émotionnel. Mais par abandon. Non pas au chaos extérieur, mais à la paix intérieure. Elle ferma les yeux cette nuit-là, sans peur. Sans faire semblant. Sans faire semblant. Et le monde continuait de tourner sans elle. Sa chambre était silencieuse, faiblement éclairée par le clair de lune qui filtrait doucement à travers les rideaux de gaz. Le bruit du Capitole était étouffé par les murs du jardin et les clôtures de sécurité, le drame nocturne des réseaux sociaux ne parvenant pas à percer le silence qu'elle avait enveloppé comme une seconde peau. Elle ne rêvait pas. Du moins, elle ne se souvenait de rien. Son corps, habituellement attentif au mouvement et à la mémoire, s'abandonnait au repos. Le bébé remua en elle, un léger battement sous ses côtes, et elle pressa instinctivement sa main contre son ventre, murmurant quelque chose de doux, même dans son sommeil. Pendant des mois, elle avait porté le poids d'anciennes trahisons, de nouvelles incertitudes, de fractures politiques et de tremblements émotionnels. Maintenant, l'espace d'une nuit seulement, son corps et son esprit se synchronisèrent dans un accord silencieux, se lâchèrent. Pas de garde devant la porte. Pas d'aide à son chevet. Juste son souffle. Juste le doux rythme de sa poitrine qui montait et descendait au rythme de quelque chose de sacré, encore en formation, encore inconnu, mais profondément sien. Dehors, la villa évoluait silencieusement, le personnel continuait ses rondes, les gardes changeaient de service, les conseillers rédigeaient les points de discussion du matin. Mais dans sa suite, le temps semblait suspendu. Aucune décision à prendre. Aucune déclaration à préparer. La femme la plus puissante du pays, pour cette nuit-là, n'était ni un titre ni un héritage, elle était simplement une femme en attente. Suzanne ignorait que le travail allait bientôt arriver. Elle n'en sentait pas encore l'approche. Mais quelque chose en elle percevait la pause, le calme avant l'arrivée, le calme avant la transformation. Et quand le soleil commença enfin à se lever, projetant des reflets dorés sur le bord de son lit et réchauffant le doux tissu de sa chemise de nuit, elle ouvrit les yeux, sans surprise, sans tension. Juste reposée. Le genre de repos qui présage le changement. Et derrière ses fenêtres, le monde continuait à ruminer ses théories. Mais Suzanne n'avait aucune intention de leur répondre. Du moins pas encore. Pour l'instant, elle s'était réveillée, et cela suffisait. La première contraction résonna comme un murmure, doux, incertain, pas vraiment douloureux, mais pas vraiment réconfortant non plus. Suzanne s'agita sous les draps moelleux, son souffle s'arrêtant brièvement tandis que ses doigts pressaient légèrement la douleur grandissante dans son bas-ventre. L'horloge au fond affichait 3h42, la villa silencieuse, à l'exception du bruissement lointain des feuilles à l'extérieur et de l'écho occasionnel des pas discrets d'un garde sur le marbre. Au début, elle crut à une fausse alerte, à la fatigue, à la tension, à un nouveau tiraillement incessant après de longues journées. Mais lorsque la deuxième vague arriva, plus ferme et plus évidente, elle comprit. Le moment était venu. Elle s'assit lentement, comme si se lever marquait un dernier moment de calme avant que le monde ne bascule. Il n'y eut aucune panique. Aucun appel à l'aide. Le poids de la réalité pesait sur ses épaules comme un doux châle. Suzanne était sur le point d'accoucher, et l'enfant qu'elle portait tranquillement depuis des mois frappait maintenant doucement de l'intérieur. Naine fut la première alertée. Elle arriva en robe de chambre, pieds nus, son téléphone serré. « Maman, dois-je appeler l'infirmerie ?» L'hôpital, mais Suzanne leva doucement la main avant qu'elle puisse terminer. « Pas d'hôpital, » dit-elle calmement. Ni l'aile publique, ni la presse, ni les sirènes. Pas de lumière clignotante. Naine cligna des yeux, perplexe. Mais les médias supposeront, qu'ils supposent, dit doucement Suzanne, maintenant assise au bord du lit, respirant calmement. Je ne veux ni foule ni scène. Je ne veux pas que les gros titres demain qualifient cela de miracle présidentiel. Je veux juste être une femme qui accouche. En silence. Sans le poids d'une nation dans la salle. Ses paroles étaient fermes, mais sans dureté. Naine comprit. Il ne s'agissait pas de secret, mais de sacralité. Suzanne voulait devenir mère non pas en tant que première dame, ni comme un symbole, mais en tant que personne. Entière. Sans mise en scène. Sans surveillance. Les préparatifs commencèrent rapidement.
L'infirmerie de la villa privée, rarement utilisée, mais toujours équipée, était prête. Les sages-femmes du registre confidentiel de la villa furent convoquées sans prévenir. Même Kingsley, discrètement alerté par un simple message de Naine, comprit sans hésitation. Il ne posa aucune question. Il n'a pas insisté. Il a juste demandé si elle voulait de moi, et a attendu la réponse. Mais elle n'était pas encore venue. Dans sa suite, Suzanne se tenait devant le miroir, une main appuyée contre la commode, l'autre sur son ventre. Son regard croisait son reflet, non pas avec peur, mais avec calme. Elle avait traversé la honte, le silence, la trahison et la réinvention. Elle traversait maintenant quelque chose de bien plus ancien que tout cela. La naissance. Le commencement. Elle prit une longue inspiration et se détourna du miroir. Il n'y avait qu'une seule porte entre elle et la salle d'accouchement. Mais elle ne frappa pas. Elle l'ouvrit simplement et passa au chapitre suivant sans prévenir. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement des moniteurs médicaux et du pas rythmé de la sage-femme préparant les instruments sur la table d'appoint. Les lumières étaient tamisées, chaleureuses, presque dorées, projetant une lueur réconfortante sur les murs et le plafond. Ce n'était pas une chambre d'hôpital, mais une suite privée, soigneusement préparée, à l'intérieur de l'infirmerie de la villa, transformée pour l'instant. Suzanne était allongée contre le lit surélevé, la respiration lente et contrôlée, les paumes agrippées aux barrières latérales chaque fois qu'une nouvelle contraction la traversait comme une vague lente. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas paniqué. Elle était concentrée, respirant chaque minute avec la même grâce qu'elle mettait à gérer les entretiens et les dîners d'État. Mais la naissance, elle le savait, était une cérémonie différente. Un accouchement qui exigeait plus de vulnérabilité que de posture. Et juste au moment où la contraction suivante atteignait son paroxysme, la porte s'ouvrit silencieusement et quelqu'un entra. Suzanne jeta un coup d'œil dans la direction du bruit, s'attendant à entendre Naine ou l'assistante de la sage-femme. Mais ce qu'elle vit lui fit un léger pincement au cœur, non pas de douleur, mais de souvenir. Debout, les mains jointes, se tenait une femme d'un certain âge, vêtue d'une modeste blouse bleue, le visage doux, les cheveux enveloppés d'un simple foulard. Suzanne mit une seconde à la reconnaître, mais le déclic la fit reconnaître. Maman Rénie. L'infirmière en chef à la retraite qui travaillait autrefois à la clinique du village où Suzanne s'était portée volontaire avant même de mettre les pieds dans la villa. Une femme aux mains chaleureuses, à la sagesse tranquille et qui avait l'habitude de fredonner des lothèmes en préparant les médicaments. Des années auparavant, ils avaient partagé un thé sous un baobab, parlant de tout et de rien. Mais Suzanne ne l'avait pas revue depuis ses débuts dans la capitale. Elle avait cru, comme beaucoup de choses de son passé, que Maman Rénie s'était évanouie dans les replis silencieux de la mémoire. Et pourtant, elle était là, présente, stable, réelle. On m'appelle, dit doucement la vieille femme en s'avançant et en prenant la main de Suzanne sans demander. Sa paume était encore chaude, toujours ferme. Tu ne m'as pas demandé. Mais j'ai senti que tu aurais peut-être besoin de quelqu'un qui te connaissait avant les titres. Suzanne resta silencieuse. Sa gorge se serra, non pas de douleur, mais d'une sensation plus ancienne, le soulagement. La gratitude. La reconnaissance. Elle hocha la tête une fois, et lorsque la contraction suivante survint, elle serra la main de Maman Rénie sans hésiter. La femme ne broncha pas. Elle se contenta de fredonner doucement, le même air que Suzanne se rappelait des couloirs poussiéreux de la clinique. Les heures qui suivirent furent longues, mais sacrées. Ni publiques, ni cérémonielles. Et quand le cri final perça le silence, brut, nouveau, vivant, les larmes de Suzanne coulèrent sans retenue. Non pas de douleur, mais de paix. Pour l'enfant. Pour la femme qui lui a tenu la main à travers le passé et le début d'une aventure merveilleusement inconnue. Tout a commencé par un titre qui s'est propagé lentement, d'abord discret, puis impossible à ignorer. Un groupe politique a diffusé une vidéo de Joshua devant un restaurant chic d'Abuja, entouré de micros. Il n'avait pas convoqué de conférence de presse, mais n'avait pas non plus détourné les caméras. Les journalistes l'ont harcelé de questions sur ses récentes activités, son avenir politique et la fuite d'un enregistrement audio qui avait suscité des spéculations quelques semaines plus tôt. Et puis quelqu'un lui a demandé directement, « Avez-vous quelque chose à dire sur le nouveau-né de la première dame ?» Joshua hésita un instant avant de répondre. « Oui, dit-il doucement. Sauf que si l'enfant est le sien, alors il y a aussi une part de moi. On ne peut pas s'éloigner de l'histoire sans espérer qu'elle ne laisse aucun écho.
L'instant fut bref, mais c'était tout ce dont les médias avaient besoin. En moins d'une heure, le message était partout. Joshua Larusso suggère un lien de paternité avec le bébé de la première dame. À la villa, les retombées furent immédiates. Bien que Suzanne n'ait pas encore été pleinement exposée au grand public après la naissance, l'histoire refusa de rester en dehors des murs. Kingsley fut informé en personne, la transcription imprimée déposée délicatement devant lui. Il la lut en silence, les lèvres pincées. Il n'y eut aucune explosion d'émotion. Pas de poings claqués ni de voix élevées. Juste une pause. Un long et lourd silence qui emplissait la pièce comme un brouillard. Appelez l'équipe juridique, a-t-il finalement dit, et demandez à l'équipe médicale d'organiser un test de paternité. Je veux que cela soit traité proprement. Avec respect. Mais définitivement. Pas de drame. Pas de scandale. Mais la demande était claire. Et ce n'était pas une question de confiance, c'était une question de dignité. Kingsley avait passé des années à se forger une image de calme. Et cette affirmation, prononcée sur un trottoir par un homme qui avait autrefois rejeté la femme même à laquelle il faisait maintenant référence avec un regret poétique, menaçait de détruire bien plus que la simple perception publique. Suzanne, discrètement informée par Naine, resta silencieuse pendant un long moment. Elle était assise près du berceau, une main berçant doucement l'enfant dans son sommeil, son esprit non pas tourné vers Joshua ou Kingsley, mais vers ce que le silence lui avait coûté. Elle n'avait pas caché la vérité. Mais elle ne l'avait pas non plus suffisamment gardée. Et maintenant, son enfant, encore anonyme pour le public, encore nouveau, tendre et épargné par le bruit du monde, était attiré par une lumière qu'il n'avait jamais sollicitée. La demande d'un test ADN n'était pas personnelle. Elle était inévitable. Elle le comprenait. Mais comprendre n'apaisait pas la douleur. Elle baissa les yeux vers la petite main enroulée autour de son doigt et murmura doucement, « Je sais qui tu es. Et un jour, vous aussi. » L'épreuve viendrait. Les gros titres feraient la une. Mais pour l'instant, elle s'accrochait à la vérité comme elle l'avait toujours fait, avec calme, force et un silence qui n'avait jamais besoin d'être prouvé. L'enveloppe arriva dans une chemise scellée, remise en main propre par le directeur médical de la villa, accompagné d'un hochement de tête silencieux. Kingsley était assis derrière son bureau dans le bureau privé, le soleil matinal projetant de longues ombres sur le sol, les mains fermes tandis qu'il attrapait le dossier. Il l'ouvrit lentement, non par doute, mais parce qu'il savait ce que signifiait affronter la vérité, même lorsqu'elle était enveloppée de certitude. Les résultats étaient clairs, cliniques, indiscutables, la paternité confirmée. Père biologique, Kingsley Donald. Il n'y avait ni fioriture, ni explication, juste des données. Kingsley referma le dossier sans un bruit et se laissa aller dans son fauteuil, le regard perdu dans le vide. Ce n'était pas un triomphe. Ce n'était pas une justification. C'était une conclusion. Discrète et précise. Le tort causé par Joshua ne concernait pas l'image de Kingsley, mais la paix de Suzanne et le caractère sacré de quelque chose censé être caché de la scène publique. Et Kingsley ne laissait pas cela sans réponse. L'arrestation n'avait rien de dramatique. Pas de presse. Pas de cortège. Pas de gyrophare. Joshua a été interpellé devant un café d'affaires à Matama par des agents discrets, escorté dans un véhicule noir et conduit dans un centre de détention, accusé de diffamation, de fausses déclarations de paternité et de perturbation volontaire du protocole de l'État. La loi, telle qu'elle est rédigée, est restée longtemps muette sur le coup émotionnel du mensonge. Mais il ne s'agissait pas de sentiments. Il s'agissait d'une tentative délibérée de porter atteinte à l'intégrité de la première famille et, plus discrètement, d'interférer dans le parcours privé d'une femme sous couvert de regret. Joshua n'a pas résisté. Il n'aurait fait aucune déclaration. Et d'une certaine manière, cela a aggravé les choses. Il avait dit ce qu'il voulait dire au monde. Il avait semé le doute. Et maintenant que la vérité était connue, il ne lui restait plus qu'à se taire. Kingsley examina le rapport complet, signa les ordonnances de libération, puis classa définitivement le dossier. De retour dans sa suite, Suzanne se tenait près de la fenêtre, son enfant dans les bras, le souffle doux et chaud de son bébé contre sa clavicule. Naine entra discrètement, le dossier médical à la main. Suzanne ne posa pas de questions. Elle n'en avait pas besoin. Naine posa délicatement le dossier sur la table et dit, « C'est fait. Tout est confirmé. » Suzanne hocha doucement la tête. « Et lui »
Il a été retenu. Suzanne ne dit rien de plus. Elle baissa les yeux vers le bébé blotti contre sa poitrine, la villa encore baignée d'une lumière dorée. Dehors, la ville bourdonnait d'activité. La presse relayait ce qu'elle pouvait. Son silence était pris pour du mystère. La vérité survivrait dans les documents, les archives et l'air entre les gros titres. Mais rien de tout cela n'avait d'importance désormais. L'homme qui avait autrefois déclaré qu'elle n'était pas désirée avait tenté de revendiquer ce qu'il avait abandonné. Et l'homme à ses côtés avait défendu sa vérité avec grâce. Il n'y avait pas eu de vengeance. Pas de parade. Juste de la lumière et un nom qu'elle donnerait un jour à son enfant, le moment venu. Pour l'instant, elle avait tout ce dont elle avait besoin. Le calme. La vérité. Et la paix. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.